Les gars. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz Télé, bienvenue pour ce nouveau numéro d'interview du Buzz Télé. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un humoriste dont la cote de popularité, on va en parler avec lui, ne cesse de grimper auprès du public français, qu'il soit téléspectateur ou auditeur de radio, parce qu'évidemment, c'est pas seulement une voix, c'est une voix sur RTL. C'est un physique aussi. Qui d'ailleurs s'aventure régulièrement sur des terrains glissants, voire très glissants. Mais c'est vrai que ce comique, on peut dire d'une certaine manière, il semble de bienveillance aussi à l'égard de ses invités, toujours pour contrôler ses dérapages. C'est d'ailleurs ce qu'il nous a encore prouvé samedi dernier, si vous étiez sur France 2 en deuxième partie de soirée, pour l'inauguration d'un nouveau magazine qui a séduit plus d'1 million de téléspectateurs. Philippe Cavrière, bonjour. Bonjour, ça va Philippe? Très bien, entre Philippe, ça va toujours bien. Ouais. Quelle époque, c'est le nom de l'émission désormais diffusée le samedi soir, en deuxième partie de soirée sur France 2, un programme, on le rappelle, présenté par Léa Salamé, qui est également la présentatrice de la matinale de France Inter. Exactement. Or, vous faites partie de la matinale d'un concurrent RTL avec Yves Calvi. L'infidélité, ça vous pose aucun problème? Aucun problème. J'ai écrit Les Infidèles, je vous le rappelle. Un film magnifique. En 2012. Et Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Et allez comprendre pourquoi on m'a appelé pour écrire ce film. Ça a été très dur à justifier auprès de ma femme. Mais pourquoi on te demande à toi un film sur l'infidélité? Oui, Jacques Mayol, on lui demande Le Grand Bleu. Pourquoi toi? Je ne sais pas. Écoute, chérie, je ne sais pas pourquoi. Et à RTL, ça reste votre principal employeur, quand même, on peut le dire. Vous êtes en quotidienne dans la matière. M6, je suis un peu moins sur Europe 1 depuis quelques temps. M6 ne vous met pas la pression. On connaît Nicolas Taverneau pour faire jouer les synergies des voix des animateurs, des visages également entre la chaîne et la radio. Vous n'avez pas la pression pour aller sur M6? Alors, je fais rien. Ils reprennent ma chronique du matin sur RTL et ils la mettent sur M6. Oui, d'accord. Ils enlèvent les bides. Donc, ils enlèvent à peu près 4 minutes. Et ils diffusent sur M6. Voilà. Mais l'idée de confier davantage de visibilité sur M6, ce n'est pas un sujet sur lequel vous avez une petite pression de la part du Est-ce que je suis trop présent? Parce que je suis sur TF1 avec Nicolas Canteloup. Je suis sur France 2 avec Léa. Je suis peut-être j'emmerde les gens. Les gens vont en avoir marre. C'est possible, c'est une bonne remarque. Et vous leur demandez la bénédiction sur RTL quand vous allez travailler pour France 2 ou pas? Non, ça se passe bien. Ça se passe bien, il n'y a pas besoin d'autorisation des grands maîtres de la programmation. Tant que ça marchouille, ils sont contents. Allez, on va poursuivre cet entretien évidemment avec notre invité. On va parler évidemment de France 2, d'RTL, peut-être également un peu de Canteloup. Et d'abord, on va retrouver Damien Canives pour les news médias du jour. Bonjour Damien. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Philippe, on démarre toujours ces informations médias, évidemment, avec là, cette fois un fait divers qui n'est pas forcément très drôle d'ailleurs. Christian Quesada, qui est retourné en prison. C'est ça. Selon une information révélée hier par nos confrères de Midi Libre, l'ex-champion des 12 coups de midi sur TF1 a été arrêté hier et placé en détention à la maison d'arrêt de Perpignan. Christian Quesada n'aurait pas respecté les conditions relatives à sa liberté conditionnelle. Rappelons qu'en 2020, ce célèbre candidat des jeux télé a été condamné à une peine de 3 ans de prison et de 5 ans de suivi socio-psychologique pour corruption de mineurs et détention d'images à caractère pédopornographique. Il est resté au total 3 ans derrière les barreaux avant d'être libéré en mars 2021. Et rattrapé. Est-ce qu'on peut faire preuve d'humour, comme vous savez faire parfois, assez meurtrier d'une certaine manière sur un fait divers comme Christian Quesada? Alors, il faut. Ouais, on essaye d'aller sur tous les sujets avec mes camarades auteurs. J'ai une petite équipe, Clément Charton, Jonas Sévin et Arsène Philippe. On écrit ensemble et on essaye d'aller sur absolument tous les sujets, y compris les douloureux. Si on n'y va pas, c'est le malheur qui a gagné. Et puis l'actu, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que c'est 96% de malheur, puis 4% de bonnes nouvelles qui se baladent. Donc, c'est une façon de prendre une distance, ouais. Mais c'est vrai que vous ne respectez pas un délai de décence, entre guillemets. Vous êtes, par exemple, très vite moqué de la reine d'Angleterre qui est décédée. Aucun. Alors, et je me suis fait insulter. Mais c'est pas vrai. Sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à être triste pour une dame qui meurt à 96 ans, qui a passé sa vie en Rolls et dans les palais. Alors, ému, peut-être, triste. Non, je n'y arrive pas. Je suis parrain d'une association contre le cancer pédiatrique. Absolument. Donc, je mets toujours ça en perspective. On passe du temps avec des gamins qui ont
12, 14, 8, 15 ans et qui sont dans le dur. Une dame qui a traversé la vie à 96 ans qui part, et avec son mari qui part à 99, ça va. C'est vrai que ça nous permet de relativiser l'actualité autour de la reine d'Angleterre, quoi. Mais totalement, totalement. Allez, on poursuit ces informations médias avec LCI qui se sépare de son consultant, Sergueï Girnov, on dit. Oui, Sergueï Girnov, absolument. Ça faisait d'ailleurs quelques mois que cet ancien officier du KGB intervenait pour la chaîne d'information en continu du groupe TF1. Depuis quelques jours, il a disparu des écrans radars du canal 26 de la TNT, car sa direction a préféré le mettre à l'écart définitivement après l'avoir suspendu pendant une dizaine de jours. Pourquoi, me direz-vous? La cravate, à cause de la cravate. Ouais, alors la cravate, effectivement. C'est un motif de suspension. C'est un motif de suspension, effectivement. Et parfois, il mettait des chemises assez colorées aussi, qui ne lui allaient pas forcément au teint, il faut bien le reconnaître. Non, en fait, le 14 septembre dernier, Sergueï Girnov a déclaré dans l'émission d'Éric Brunet que Poutine était, je le cite, une fiotte. Alors ça, forcément, ça n'a pas fait plaisir aux dirigeants de TF1. Il s'est justifié dans un message publié sur son compte Facebook, indiquant qu'il avait employé un malheureux mot argotique dont il ne connaissait pas toutes les significations en français, étant donné que la langue de Molière, même s'il la maîtrise presque sur le bout des doigts, eh bien, ce n'est pas sa langue maternelle. C'est bien joué. Bah, c'est pas mal. Hein. Est-ce que Poutine regarde C8? On ne sait pas. Ah, on ne sait pas, ouais. Peut-être que c'est un fanzouz, Vladimir Poutine, on ne le sait pas. Mais chérie, il faudra lui demander. Ça va. Une phrase de travers, vous pouvez être mis de côté. Vous, c'est l'angoisse parfois de dire la blague ratée. Vous savez quand ça ne va pas prendre ou pas? Ah non, c'est toujours un pari, une vanne. Hein. Il n'y a jamais une angoisse en se disant je ne suis pas sûr de mon coup sur cette affaire-là. C'est pour ça qu'il ne met pas toujours ceux qui donnent des leçons d'humour, c'est que je n'en sais rien. C'est vraiment une science inexacte, quoi. Ouais, c'est ça qui fait la magie de la chose. C'est qu'on se dit ça va marcher, et non. Et on se dit là, ouais, c'est sympa, et ça rigole d'un coup. Et même pire que ça, on peut faire une vanne qui marche bien à la radio, on la refait en télé, et là, bide. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de vous ou ça dépend des gens qui sont autour du plateau? De l'intelligence des gens qui écoutent la vanne uniquement. Bien sûr que ça dépend de nous aussi. Des fois, on se plante, des fois, c'est pas marrant, des fois, je la vends mal, des fois, je chavonne. Et puis, voilà, le second degré, c'est Yann Kelevitch qui dit c'est tendre la main à l'intelligence, dire tiens, attrape, c'est de l'intelligence. Bon, on doit être très intelligent, nous, parce qu'on rigole à vos blagues. C'est ça, Damien, toujours. On essaye d'être humble. Allez, on termine ces informations sérieusement, monsieur Damien, avec le chiffre du jour qui est 14. Oui, c'est le nombre d'années pendant lesquelles la France a vécu difficilement, me direz-vous, sans Star Academy sur TF1. Et oui, hier, la chaîne a annoncé le grand retour de cette émission de télé-réalité où des candidats cohabitent ensemble dans un château afin de progresser en chant. Le samedi 15 octobre à 21h10, notez bien sur votre agenda, c'est Nikos Aliagas, toujours et encore, qui revient aux commandes. Voilà le coup d'envoi de cette toute nouvelle saison. La télé-réalité, c'est un puissant fond pour se moquer pour vous. Là, oui. Mais après, peut-être que ça a été beaucoup fait, que oui, parfois on y va, quand on est fatigué, machin, il y a toujours des petites merveilles, des petites pépites, mais peut-être que les vaches sacrées sont plus intéressantes à déboulonner que les gens de télé-réalité. Les starlettes, entre guillemets, qui vivent à Dubaï. Ouais, exactement. Pas comme vous. Exactement. Non, je n'avais pas un pass encore. Ah, vous ne vivez pas encore à Dubaï? Non, j'y suis allé, je n'ai pas aimé. Mais bon. Allez, merci Damien. Je vous garde avec nous pour évidemment l'interview du Buzz Télé et notre invité. Allez, c'est parti pour l'interview. Je l'ai dit, vous accompagnez Léa Salamé dans Quelle époque chaque samedi en deuxième partie de soirée sur France 2. Une émission, on va dire, dans les lignées des rendez-vous, de Thierry Ardisson ou de Laurent Ruquier, qui était à vos côtés il n'y a pas longtemps, où les politiques, les artistes, les personnalités même de la société civile sont invités, se côtoient le temps d'une soirée. Vous faites 2 pastilles humoristiques dans cette nouvelle émission de cette rentrée. Le bilan du premier numéro qui s'est déroulé samedi dernier. Tout s'est bien déroulé comme vous le souhaitiez? Je sais pas, vous avez regardé? J'ai regardé. C'était génial. Alors, moi je dois tout à Laurent Ruquier, c'est lui qui m'a fait venir en télé. Et Léa m'a demandé de rester. Et puis c'est vrai que ça se passait bien avec Léa. Un rire féminin, c'est toujours plus sonore, plus charmant. Et que j'ai fait une première année qu'avec Laurent. Et c'était compliqué avec le Covid, pas de public, etc. Léa est arrivée, ça a facilité la chose parce qu'ils étaient 2 à rire. Et puis aussi, les invités ne me connaissaient absolument pas. Ils se disaient, qui c'est ce con qui arrive à minuit 4? Je suis en pleine promo. Ils s'endormaient pendant ma chronique. Et là, c'est vrai, je retrouve un plus grand plaisir parce qu'il y a du public, parce que ça vit, parce que ça bouge. Il y a une énergie qui est différente. Je suis totalement fan de Christophe de Chavannes depuis longtemps. Donc, à chaque fois que je le regarde, je me dis, tiens, mais c'est de Chavannes. C'est toujours curieux. Vous êtes intimidé par Christophe de Chavannes, c'est ça?
Non, pas intimidé, content que la vie m'offre cette rencontre, vraiment. Et Léa, on est bien ensemble. Il y a une complicité qui est indispensable pour faire ce genre d'exercice et un plaisir à voir l'autre arriver, comme quand j'arrive le matin à RTL avec Louis Baudin, Yves Calvi, Amandine Bégaud, et qui regardent la porte du studio s'ouvrir et qui disent tiens, voilà l'autre con. Mais voilà l'autre con bienveillant. Ouais. Et donc j'ai ça en télé. Maintenant. C'est vraiment Léa Salamé qui vous a fait rester sur France 2 parce qu'on sait que vous avez eu des propositions à droite, à gauche de la concurrence. Des ponts d'or. Voilà. Vous auriez pu habiter à Dubaï grâce à ces ponts d'or d'ailleurs. Mais vous avez préféré rester sur le service public. Le côté fidèle, le côté sentimental. Modestement, les gens ils m'ont un petit peu découvert là. Je me suis dit reste à cet endroit où ils t'ont découvert. Moi j'attendais le samedi sans me comparer une seconde parce que c'est des gens d'immenses talents. J'attendais Foresti, j'attendais Jonathan Lambert, j'attendais Nicolas Bedos. Je me disais, tiens, il y a peut-être des gens qui disent, tiens, on va regarder Cave-Rivière. Donc, j'ai préféré rester là. Ouais. Vous intervenez 2 fois, hein, je l'ai dit, sur ce plateau, un deuxième passage. Pourquoi vous désertez le plateau entre les deux? Volontaire, c'est de la scénographie ou... C'est ce que je vais bosser, ma deuxième chronique, que je ne sais pas par cœur. J'ai 40 minutes pour la relire, la bosser. Ah, c'est vrai, c'est une forme de révision. Oui, mais c'est une épreuve d'être en plateau. Léa et Christophe, ils font l'émission de bout en bout. C'est très costaud d'être en plateau, d'être en énergie, de rebondir. C'est vraiment... Et jusqu'au dernier moment, vous pouvez retoucher, retravailler Oui, j'écoute l'interview et j'aime bien. Je le fais sur RTL aussi, d'écouter l'interview et d'essayer au fur et à mesure de capter un truc, de l'air du temps, du moment, de l'instant. Et vous êtes tout seul ou vous êtes avec vos auteurs à ce moment-là aussi? Il y a, on est 2 auteurs sur la chronique qui sont avec moi aussi en radio, Jonas Evin et Arsène Philippe. Il y en a un qui m'accompagne en général, ouais. Alors c'est vrai que votre première chronique a lieu en tout début d'émission. Hein. Tous les invités d'ailleurs, on l'a vu sur le dernier numéro qui a rassemblé d'ailleurs plus d'1 million de téléspectateurs. Il faut quand même le souligner parce que c'était un très beau score. Dès les tout premiers instants de votre chronique, les membres du public étaient vraiment pliés, tout comme les invités autour de la table. Mais lors de la deuxième chronique, on sent que l'ambiance a un peu changé. On sent que pour le public déjà le tournage est assez long. On sent que l'interview politique aussi a un petit peu plombé l'ambiance. Est-ce que vous avez ressenti vous aussi ce changement d'ambiance? Vous avez un peu ramé? Donc il faut être plus drôle encore, du coup, finalement. Est-ce qu'il faut encore plus d'énergie, de motivation pour attaquer la deuxième chronique? Je peux donner que ce que j'ai, mais du coup, oui, on sent, on arrive dans une arène, il y a une corrida, il y a Mélenchon qui a 3 pics derrière, là, et tu rentres, puis tu te dis, bon, on va essayer de faire des vannes là-dessus. Et oui, c'est vrai qu'il y a une fatigue du public, peut-être de l'invité, des invités en plateau qui ont passé 2h30. Ça se ressent aussi, oui, bien sûr. Un mot sur les textes, justement, que vous travaillez avec vos auteurs. On l'a dit, on vous retrouve en quotidienne, évidemment, tous les jours dans la matinale sur RTL. Et il y a d'une certaine manière le bouquet d'artifice, le feu d'artifice du week-end sur France 2 en deuxième partie de soirée. Vous recyclez une partie, finalement, de vos textes, des idées. Comment ça marche? Un peu, c'est quoi votre cuisine pour être très concret? Le problème que vous avez, c'est que beaucoup de gens vous écoutent sur RTL et beaucoup vous regardent. On essaie de faire un produit nouveau. Et là, toute la partie sur Quatennens, etc. Après, la reine est morte, On est obligé de réécrire l'actualité. Oui, mais on essaye vraiment qu'il y ait plus de 50% de nouveautés, parce que sinon, si c'est pour entendre les mêmes choses, RTL, M6 et France 2, ce serait une arnaque. Julien Courbet pourrait en parler, monsieur Courbet. Donc, on essaie de renouveler. Alors, la source d'inspiration principale, c'est l'actualité, évidemment. L'actu, pas l'entourage. C'est vous, c'est le Figaro, c'est toute la presse, c'est BFM, c'est News, tout en même temps. Ouais. C'est vrai que les téléspectateurs ne sont pas forcément déroutés dans ce nouveau rendez-vous parce qu'on vous a déjà suivi l'année dernière aux côtés de Léa Salamé dans On est en direct aux côtés de Laurent Ruquier. La seule différence cette année, l'une des seules différences, c'est la présence de Christophe de Chavannes, qui est à vos côtés. Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment vous l'avez trouvé sur cette première émission? Il n'y a pas beaucoup de noms que je peux citer là spontanément, d'une personnalité qui peut être pertinente, journaliste et qui peut être drôle aussi. Ouais. Pour moi, c'était Jimmy Fallon avant Jimmy Fallon. Donc, il a cette double casquette, cette qualité de pouvoir
rentrer dans une interview politique, d'être pertinent, et puis de sortir une énorme connerie juste après. Ça, c'est fort, ça. Et il risque pas un peu de cannibaliser, manger à un moment donné tout cru notre Léa Salamé? C'est ce que tout le monde nous a dit. C'est ce que tout le monde nous a dit en amont, sur le plateau de TPMP il occupe de la place aussi. Il occupe de la place, bien sûr, c'est sa nature, c'est un leader. Mais Léa, c'est une capitaine aussi. Hein. Elle a le brassard, il n'y a pas personne ne lui prendra. Et c'est très bien comme ça. Et puis non. Elle est chef d'orchestre et ça se passe très bien comme ça. Et ça se passe comment en coulisses avec Christophe de Chavannes? Parce qu'on connaît sa réputation, tout le monde en a parlé, que c'est quelqu'un d'assez dur quand même, hein, très exigeant. Est-ce que tout est fluide avec lui? Je crois que c'est quelqu'un de très humble et qu'il est arrivé avec beaucoup de travail en amont, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité et avec un trac qui était touchant parce qu'il repartait. Je me disais, après toutes ces années de ce qu'il a fait, ce qu'il est producteur, animateur, ses succès, des primes avec des audiences de dingue. Et ça fait rêver quand on regarde les chiffres aujourd'hui. Mais oui, c'était des 10, 12. Voilà. Et là, il est revenu plein d'humilité, de stress, de doute. Et c'est touchant de se dire, il n'est pas arrivé en terrain conquis, on dit, je sais faire. Le petit jeune, on va t'apprendre comment ça se passe. Laissez-moi les clés. Non, au contraire. Le samedi dernier, Christophe de Chavannes s'est un peu accroché avec Yann Moix, qui était invité dans l'émission. Et alors, Yann Moix a quitté le plateau juste, en effet, avant l'interview de Jean-Luc Mélenchon. Il s'est passé quoi? Il y a eu des querelles. Après, c'est prévu. Il y a une circulation des invités. C'est pas en fonction de... Non, il ne devait pas rester... oui, parce qu'on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, est-ce que Yann Moix a des inimitiés envers Jean-Luc Mélenchon? Yann Moix et Mélenchon Est-ce qu'ils sont copains? Est-ce qu'ils font du paddle ensemble? Je sais pas. Pas sûr non plus. Mais non, il n'y avait pas de ça. Vous connaissez déjà le casting de samedi ou pas? Alors, j'ai des noms, mais j'ai pas le droit de diser. On m'a dit non. On est entre nous. Sinon, je suis licencié sur le champ. Mais non, il y aura des politiques, forcément. Il y aura des politiques. Ouais. Et du coup, vous travaillez très en amont par rapport à cette liste de noms, en effet, qu'on vous fournit pour chaque, ça bouge, rendez-vous? Ça bouge. Et ça peut être parfois au dernier moment? C'est en train de bouger aujourd'hui, mercredi. Et oui, ça peut bouger jusqu'au dernier moment. Mais là, ça va être bien. Votre destin professionnel, si j'ose dire, ne s'arrête pas au samedi soir de France 2, puisque vous présentez chaque jour une chronique aussi dans la matinale d'RTL, aux côtés d'Yves Calvi. Je ne parle même pas, d'ailleurs, des chroniques que vous écrivez aussi pour Nicolas Canteloup sur TF1. Est-ce que vous n'avez pas peur du burn-out à un moment donné? Vous êtes partout, hein, c'est vrai. Alors, on est deux sur... Il y a Laurent Vassilian avec qui on écrit à deux, Nicolas Canteloup. Et après, j'écris soit avec un auteur, soit avec deux auteurs selon les jours de la semaine. Heureusement, ils m'amènent des vannes fraîches et ils ont beaucoup de talent et beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie pour... Je fais 2 journées en fait. Je fais ma journée Canteloup, TF1, puis après je repars sur la journée RTL. Donc c'est beaucoup, mais je suis nourri par le talent de mes auteurs, par le plaisir, par le petit stress du direct tous les jours et d'être en frontal avec... ce matin, c'était Marine Le Pen. C'est parce que on a une attirance réciproque l'un pour l'autre. C'est impressionnant ou pas d'être face à Marine Le Pen quand on doit faire une chronique humoristique? Oui, bien sûr, parce que c'est des animaux politiques, donc ils sont rompus à l'exercice, donc c'est des fauves, les grands politiques. Et vous n'êtes jamais déstabilisé? Jamais. À l'intérieur, je suis décomposé, je fais semblant, et puis une fois que ça se passe bien, qu'il y a le rire, on prend du plaisir. Et puis c'est de l'escrime, hein, cet exercice. On pique, on revient. Et, on esquive on esquive, on teste les limites de l'invité, l'autodérision, mais on découvre des choses en même temps. J'ai l'impression que les auditeurs, ils sont pas... Bien, ils viennent se marrer, mais en même temps, quand il y a une réaction, quand il y a un non-rire, c'est intéressant aussi, ça dit quelque chose aussi. Les blancs. Des moments de silence. Oui, mais c'est intéressant aussi. Entre la radio et la télé, parce que vous êtes un peu partout aujourd'hui, quel est votre terrain de jeu préféré? Je vais dire 1000 fois la radio. Parce que ça va plus vite, parce que... Il n'y a pas la pression de l'image alors même si c'est rediffusé maintenant, il y a un swing dans la radio, une rapidité. La balle arrive plus vite, ça va plus vite. La télé, il y a toujours une petite lenteur, une petite inertie. Le plateau est plus grand, il y a un côté moins cocooning, moins chaleureux. Il y a une immédiateté, il faut préparer en télé, il y a des éléments, de l'image, etc. La radio, c'est en 2 secondes. Oui, puis vous connaissez aussi la bande qui entoure Yves Calvi à la radio. Peut-être que vous vous sentez plus à l'aise dans le sens où vous connaissez Amandine Bégaud, Louis Baudin. Mais tout à fait, il y a un truc de groupe, de meute, de dire attention, tu es avec ma bande. Toi, la seule personne que vous ne connaissez pas finalement, c'est l'invité politique.
Cette saison, alors vous n'êtes pas le seul humoriste, il y a Laurent Gérard, la matinale également, Louis Poux, Sarroche, Madénian, Sébastien Hatton. La concurrence est rude. Pourquoi que la radio d'un seul coup a décidé de verser totalement dans... Pourquoi? C'est une bonne question. Parce que, ou alors ils ont trouvé que j'étais pas assez bon. Ils ont dit non, il faut un vrai rendez-vous d'humour à 7h15. On va se consolider. Ouais, c'est ça. Ou ça marchouillait, ils se sont dit tiens, un deuxième rendez-vous d'humour, c'est sympa. Et moi, je suis client des humoristes. Je viens plus tôt cette année pour assister à la chronique de mes camarades, filles et garçons, et pour rire et pour faire du monde en studio, puis en auditeur simple et vous n'avez pas peur qu'on vous pique votre place? Totalement. J'espère que je vais les niquer, que je vais rester à ma place. Merci Philippe, vous restez encore avec nous pour la dernière partie de cette interview. Non, pour la dernière partie de cette interview qui s'appelle notre nouvelle rubrique pour le meilleur et pour le pire. Oula. Alors, il y a des moments heureux dans la vie, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. On va dire que c'est un peu l'heure du bilan avec nous sur ce plateau. Le pire moment de solitude que vous ayez vécu au cours de votre carrière professionnelle? Oh, j'en ai eu plein. En clients qui n'ont pas compris. J'ai eu Christiane Taubira, le musée Grévin, pendant 4 minutes. Elle m'a regardé avec toute l'incompréhension du monde. Je dirais pas condescendance et mépris, mais elle se faisait chier concrètement. Et j'ai eu un demi-rictus à la fin, où je me suis dit, ah ben non, c'est pas le musée Grévin, elle a bougé. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, juste après la pauvre, le Stade de France. Ah oui. Je fais ma chronique, je fais des vannes, mais je ne sais pas si elle croyait que j'étais un journaliste comme vous. Elle me regardait avec pareil, consternation. Et elle vous répondait? Elle rentrait dans la chronique et elle disait oui, mais le match a eu lieu quand même. Et puis elle se remettait en place. Et au bout d'un moment, je lui dis mais si vous attendez un truc intelligent, Madame la ministre, ça n'arrivera jamais en fait. Et à la fin, je lui dis c'est bientôt fini, Madame, parce que je voyais que c'était douloureux pour elle. C'était pesant. Oui, puis bien sûr, le Stade de France, échec, machin. Puis il y a un mec qui arrive, elle ne sait pas s'il est journaliste, elle vient d'être nommée il y a 8 jours. Il y a un abruti qui arrive, qui fait des vannes, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Faut que je réponde, machin et tout. Donc c'est un naufrage rigolo. Des fois, c'est des naufrages en solitude, mais comme je voyais Yves et Louis Bodin qui étaient complices et qui disaient, je voyais dans leurs yeux, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Il y avait une complicité mutique entre nous de dire, voilà, on vit un moment partagé de naufrage. Et quand vous avez ce genre de moment de flottement à la radio ou comme à la télé, est-ce que vous vous expliquez après avec les invités politiques, par exemple? Est-ce que vous avez une explication en coulisses en disant non mais c'était pour rigoler ou est-ce qu'ils vous interpellent? Ça m'est arrivé avec un candidat à la présidentielle où je fais une vanne qui allait loin et on sort et je dis je suis obligé, moi c'est l'actu du moment. Et il me regarde, il me fait non mais c'était très marrant, puis il me montre la caméra, il fait non mais il dit je peux pas me marrer, il dit il y a la caméra, si je me marre je suis fou. Et donc c'était sympa de sa part de me dire c'est marrant mais je peux pas rigoler. Un candidat à la présidentielle, vous dites qui était? Vous avez oublié? Monsieur Tut? Non? Vous voulez que je dise le nom? Bah oui, dites le nom. De toute façon, on va la retrouver la Très sympa, Yannick Jadot. Yannick Jadot. C'était une vanne sur Nicolas Hulot. Ah, c'était une vanne. D'où la gêne. Très compliqué, effectivement. Une famille politique. Oui, je lui ai expliqué l'effet papillon. Je lui ai dit un petit battement de papillon, d'aile de papillon à Tokyo peut faire une tempête au Brésil. Je dis, chez les Verts, c'est la même chose. Une fellation en 88 de Nicolas Hulot peut faire un licenciement du conseiller de communication en 2021. Et là, il me regarde. Il fait... Et derrière, je lui dis, je suis obligé de faire la vanne. Il me dit, non, c'était drôle. Ah, mais... Compliqué pour lui. C'est difficile. Compliqué, mais très sympa de sa part de me dire, c'est rigolo, mais il pouvait pas. Je peux pas buzzer là-dessus. Le plus grand regret de votre carrière jusque-là? Le plus grand regret de ma carrière. Alors, les gens qui me détestent me disent que leur plus grand regret, c'est de m'entendre. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, Philippe Cavrivière. Vous n'êtes pas très clivant comme les réseaux personnage. sociaux. Alors, les réseaux sociaux, je navigue entre vous êtes le nouveau Desproges, ce qui est totalement faux, parce que j'ai lu Desproges, ce qui est très et flatteur. vous êtes une grosse merde. Donc, je me dis, tu te situes entre ces deux eaux-là. Disons que là, vous êtes quand même entre deux extrêmes. J'ai pas de regret encore. Aucun. J'ai vraiment la chance de me dire, tiens, tu peux t'exprimer, dire tes petites bêtises dans une totale liberté, avec zéro contrôle.
en donnant le papier à 7h54 à Yves Calvi qui découvre. Ça veut dire qu'on est dans un beau pays quand même. Ouais. Cette liberté, elle est magnifique. La prochaine marche, ça pourrait être un seul en scène, par exemple? Alors, Ou vous n'y êtes pas? j'ai toujours Dans dit vos que je ne projets. ferai pas de radio, je fais de la radio. J'ai dit je ne ferai jamais de télé, je fais de la télé. J'ai dit je ne monterai pas sur scène. Bah, vous donc allez monter sur scène, je vous alors laisserai compléter la phrase vous-même. Alors Non, c'est mais prévu pour quand? Je ne sais pas, mais je pense que je vais aller au bout de la connerie et je vais y aller, je pense. Ah. Mais c'est vrai, vous voyez l'actu, quand on voit la Russie, l'Iran, ce qui se passe en Iran, on se dit, notre pays, il est incroyable, il est dingue notre pays, il est génial ce pays. Et donc il faut aimer un peu plus notre pays à l'aune de ce qu'on voit ailleurs et protéger ses valeurs, protéger la laïcité, protéger la liberté d'expression. Donc c'est un spectacle qui célébrera la France d'une Ce certaine sera manière. très chiant. Mais Le blanc-rouge, quoi. j'écoute les réactions des auditeurs et des téléspectateurs, ils me disent ça fait toute proportion gardée parce qu'il y en a 1000 autres qui me font rire, les Gaspard Proust, les Vizorek, les Chamerois, etc. Ils me disent vous osez des trucs, c'est chouette parce que vous allez loin, etc. Et ça me fait très très plaisir d'avoir des auditeurs qui me disent c'est bien, on parle à notre intelligence, à notre second degré. Ça, c'est un chouette retour. Philippe Cavrivière, merci encore d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, cette émission, c'est trop samedi, on vous retrouve en deuxième partie de soirée. Quelle époque sur France 2 avec notamment Léa Salamé. Avec plein d'invités qu'on ne peut pas dire, mais qui sont vachement bien. Voilà, plein d'invités BIP. Et également tous les matins dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL. Nous, on se retrouve demain. Oui, demain avec un animateur qui vient de se reconvertir en romancier, figurez-vous. Il a animé des émissions mythiques sur le service public notamment. Vous l'avez? Ouais. Peut-être que avis de recherche, Oui, vous l'avez, exactement. Oh, ça sent l'invité dans quelle époque? Non, même pas. Non, même pas. Mais je l'avais parce que je suis informé. Donc notre invité sera... Il a fait un roman formidable. Il s'agit de Patrick Sabatier qui se raconte justement dans un roman assez fictif, mais on lui demandera justement la part de fiction et de réalité dans son livre. Merci encore Philippe. Merci Damien, merci.